Nous vivons dans une époque fascinante mais paradoxale. Jamais l'humanité n'a eu autant d'outils pour gagner du temps, et pourtant nous avons l'impression d'en manquer toujours plus. La société moderne est obsédée par la productivité, par l'idée que réussir signifie remplir son agenda, cocher sans cesse des tâches et courir plus vite que les autres. On glorifie l'hyperactivité, on admire ceux qui se disent débordés, comme si l'occupation permanente était le signe d'une vie accomplie. Mais derrière ce culte de la vitesse et de l'efficacité se cache une illusion dangereuse, celle du toujours plus vite, toujours plus fort. Car à force de vouloir tout faire, nous risquons surtout de mal faire. À force de vouloir être partout, nous finissons par n'être vraiment présents nulle part. L'hyperproductivité devient alors une prison invisible, qui épuise nos énergies, brouille notre vision et nous éloigne de l'essentiel. Face à cette spirale, il existe une alternative, l'inaction stratégique. Loin d'être une invitation à la paresse, c'est une discipline qui consiste à choisir consciemment quand agir, et quand ne pas agir. C'est l'art de ralentir pour mieux avancer, d'attendre pour décider avec clarté, d'éliminer le superflu pour concentrer ses forces sur l'essentiel. C'est une autre manière d'habiter le temps, moins agité, mais infiniment plus sage et plus durable. Dans cette série, nous allons explorer ensemble un voyage en cette étape pour comprendre et pratiquer l'inaction stratégique. Touche 1 le mythe de la productivité infinie. Touche 2 comprendre l'inaction stratégique. Touche 3 les fondements philosophiques de l'inaction. Touche 4 l'inaction stratégique dans le monde des affaires. Touche 5 les bénéfices concrets de l'inaction stratégique. Touche 6 comment la mettre en pratique au quotidien. Touche 7 les pièges à éviter. Si ce sujet vous inspire et que vous souhaitez découvrir chaque partie en profondeur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, nous allons apprendre à ralentir, pour mieux avancer. Partie 1, le mythe de la productivité infinie. Depuis l'aube de la révolution industrielle, et plus encore avec l'essor du capitalisme moderne, la société a développé une obsession presque religieuse pour la productivité. Produire plus, plus vite, plus efficacement, est devenu le mantra des nations, des entreprises et même des individus. Aujourd'hui, à l'ère numérique, ce culte de la productivité s'est transformé en une véritable idéologie. Être occupé est perçu comme une preuve de valeur, un signe de réussite. Celui qui n'a pas un agenda rempli de tâches, de rendez-vous, de projets en simultané, est presque considéré comme paresseux ou inefficace. Mais derrière cette glorification du « toujours plus » se cache un piège subtil, le mythe de la productivité infinie. L'illusion du toujours occupé. On confond trop souvent le mouvement avec le progrès. Un hamster qui court frénétiquement dans sa roue dégage une impression d'énergie, de vitesse et d'effort. Mais il ne va nulle part. De la même manière, beaucoup de personnes accumulent des tâches, remplissent leur emploi du temps de réunion et de micro-objectifs, en croyant avancer vers leurs rêves. En réalité, elles s'épuisent sans créer de véritable impact. La culture contemporaine, dopée par les réseaux sociaux, valorise cette agitation permanente. On célèbre les workaholics, ceux qui se vantent de dormir 4 heures par nuit pour travailler davantage. Les influenceurs prônent le hustle culture, cette mentalité qui fait croire qu'il faut constamment être en mouvement, sinon on est en retard sur les autres. Or, cette course effrénée est une illusion. Il ne s'agit pas de progrès, mais d'agitation. Quand la productivité devient contre-productive. Ironiquement, l'obsession pour la productivité finit par détruire ce qu'elle est censée créer, l'efficacité. Une personne qui multiplie les tâches perd en concentration, en clarté et en qualité d'exécution. L'esprit humain n'est pas conçu pour être multitâche en permanence. À force de passer d'une action à une autre, nous fragmentons notre attention et nous devenons moins performants, moins créatifs. Un exemple frappant est celui des réunions en entreprise. On les multiplie pour coordonner, organiser, aligner. Mais dans beaucoup d'organisations, les réunions deviennent une fin en soi. Des heures de productivité potentielle sont avalées par des discussions stériles. L'apparence de travail est là, mais le vrai travail, celui qui crée de la valeur, n'avance pas. De plus, la quête de productivité peut engendrer des paradoxes. Prenons le cas des emails. L'email a été inventé pour accélérer la communication. Mais aujourd'hui, combien de temps est gaspillé à lire, répondre, trier, vérifier compulsivement sa boîte de réception? Ce qui devait libérer du temps est devenu une prison numérique. La productivité, détournée, génère son contraire, la perte de temps. Les coûts psychologiques et physiques de l'hyperactivité.
Au-delà des effets sur l'efficacité, cette obsession a un coût humain immense. L'hyperactivité épuise le corps et fragilise l'esprit. Le burn-out est devenu un phénomène mondial, reconnu par l'OMS comme une maladie professionnelle. Des millions de personnes, en voulant produire toujours plus, se retrouvent brisées, incapables d'agir, parfois même de se lever du lit. Sur le plan psychologique, cette quête sans fin génère une angoisse permanente. Si chaque journée doit être remplie de tâches pour être jugée utile, alors l'inaction, même temporaire, devient synonyme de culpabilité. On ne s'autorise plus à s'arrêter, à se reposer, à contempler. On culpabilise quand on prend des vacances. On culpabilise même en s'accordant une sieste. Cette culpabilité détruit la sérénité intérieure et pousse à un cercle vicieux. Pour ne pas se sentir inutile, on sature ses journées de micro-actions. Physiquement, les conséquences sont visibles. Troubles du sommeil, maladies cardiovasculaires, fatigue chronique. Le corps humain n'est pas une machine conçue pour tourner sans pause. Comme tout organisme vivant, il a besoin de cycles, activité et repos, effort et récupération. Mais dans une culture obsédée par la productivité, le repos est perçu comme une faiblesse, alors qu'il est en réalité une condition essentielle de la performance. L'économie de l'attention et l'exploitation du temps humain. Ce mythe est aggravé par le modèle économique des géants numériques. Les plateformes en ligne, réseaux sociaux et applications se battent pour capter notre attention. Or, notre attention est limitée. Alors que nous essayons d'être productifs, nos outils de travail eux-mêmes sont conçus pour nous distraire, nous solliciter en permanence. Notifications, alertes, rappels, tout est pensé pour nous maintenir connectés. Le résultat ? Nous vivons dans une illusion de productivité permanente. Nous répondons à un message WhatsApp, nous vérifions une notification Instagram, nous consultons un email et nous avons l'impression d'avoir fait quelque chose. Mais cette dispersion n'est pas une production de valeur, c'est une consommation de temps. Les grandes entreprises du numérique prospèrent sur cette confusion. Elles transforment notre attention en matière première. Le paradoxe de la vitesse et du ralentissement. Plus nous cherchons à aller vite, moins nous avons le temps de réfléchir. Plus nous remplissons nos journées, moins nous avons d'espace pour l'essentiel. C'est le paradoxe fondamental du mythe de la productivité infinie. En croyant gagner du temps, nous en perdons. En cherchant à produire toujours plus, nous produisons moins de valeur réelle. Les plus grands innovateurs et penseurs de l'histoire n'étaient pas ceux qui remplissaient leur journée de tâches sans fin. Newton a découvert la gravité en contemplant un pommier. Einstein a eu ses idées révolutionnaires en s'accordant des moments de réflexion détachés. Léonard de Vinci était réputé pour son art du non fini, c'est-à-dire sa capacité à laisser des projets en suspens, parce qu'il savait qu'une idée a besoin de maturation. L'histoire nous montre que l'inactivité apparente peut être une étape cruciale de la créativité. Conclusion de la partie 1. Le mythe de la productivité infinie repose sur une confusion. Confondre activité et efficacité, mouvement et progrès, occupation et valeur. Ce culte du « toujours plus » mène à l'épuisement, à la dispersion et parfois même à la destruction. Pour dépasser cette illusion, il est nécessaire de remettre en question nos croyances sur le travail et la réussite. Et c'est précisément là qu'intervient la sagesse de l'inaction stratégique, qui nous invite à redéfinir ce que signifie vraiment avancer. Partie 2. Comprendre l'inaction stratégique. Lorsque l'on évoque l'inaction, beaucoup imaginent immédiatement la paresse, l'oisiveté ou encore l'abandon. Dans une société obsédée par le mouvement, où ne rien faire est souvent perçu comme une faute morale, l'idée même d'inaction stratégique peut sembler paradoxale, voire choquante. Pourtant, derrière cette notion se cache une sagesse millénaire. Savoir choisir consciemment de ne pas agir est parfois plus puissant que l'action précipitée. L'inaction stratégique n'est pas une fuite, ni un refus d'assumer ses responsabilités. C'est une discipline, un art de la maîtrise de soi et du temps. 2.1 Définition. Ne pas confondre inaction et paresse. La paresse, c'est une absence de volonté. Elle traduit une incapacité à se mettre en mouvement, souvent par manque de motivation, par peur de l'effort ou par confort excessif. La paresse subie est une inertie qui étouffe les projets, les ambitions et les rêves. L'inaction stratégique, en revanche, est un choix volontaire, délibéré et conscient. Il s'agit de décider de ne pas agir à un moment donné, parce que l'action ne serait pas pertinente, pas opportune ou pas alignée avec les objectifs de long terme. Autrement dit, là où la paresse fuit l'action, l'inaction stratégique choisit l'attente. Un investisseur, par exemple,
peut refuser d'acheter une action en plein emballement boursier. Aux yeux des autres, il semble inactif ou en retard. Mais en réalité, il exerce une sagesse stratégique. Il sait que l'avidité collective mène souvent à des bulles et que son heure viendra lorsqu'il achètera au bon prix. 2.2 La sagesse du retrait volontaire. Dans de nombreux contextes, le fait de se retirer ou de ne pas s'engager immédiatement est une force. Cela permet de prendre du recul, d'observer, d'analyser la situation et de laisser les conditions mûrir. Prenons l'exemple des échecs. Un joueur débutant cherche souvent à attaquer rapidement, à multiplier les mouvements agressifs. Mais un grand maître sait que chaque coup doit être calculé, pensé plusieurs tours à l'avance. Il accepte de ne pas bouger pour bouger. Il patiente, il attend que l'adversaire s'expose. Son inaction n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie en préparation. Dans la vie quotidienne, cela peut se traduire par un simple geste, ne pas répondre à chaud à un email agressif. Plutôt que de réagir immédiatement et de risquer d'aggraver la situation, pratiquer l'inaction stratégique consiste à attendre, à laisser retomber l'émotion, pour ensuite répondre avec calme et pertinence. 2.3 L'art de choisir ses batailles. Un des piliers de l'inaction stratégique réside dans la capacité à ne pas se disperser. Tout n'a pas la même importance. Certaines batailles doivent être menées avec énergie, d'autres méritent d'être ignorées. Beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils veulent tout faire, partout, tout le temps. Ils se lancent dans trop de projets à la fois, s'épuisent, et finissent par n'accomplir que des demi-résultats. À l'inverse, un entrepreneur lucide choisira de dire non à 90% des opportunités, pour concentrer toute son énergie sur celles qui comptent vraiment. Ce « non » répété n'est pas de la passivité, c'est de l'inaction stratégique. Le général chinois Sun Tzu, dans l'art de la guerre, l'avait déjà formulé. Celui qui sait quand il faut combattre et quand il faut s'abstenir sera victorieux. Autrement dit, la victoire ne dépend pas seulement des coups que l'on porte, mais aussi de ceux que l'on choisit de ne pas porter. 2.4 Le rôle du timing dans l'inaction stratégique. Le temps est une ressource précieuse, mais aussi un allié puissant. Celui qui agit trop vite se prive souvent d'un avantage décisif, le timing parfait. L'inaction stratégique consiste à attendre le moment où l'action aura le plus d'impact. Dans l'agriculture, on ne sème pas les graines n'importe quand. Le paysan sage sait attendre la saison favorable, le moment où la terre est prête. Semer trop tôt ou trop tard compromet la récolte. De la même manière, dans la vie et dans les affaires, agir au mauvais moment peut anéantir des années d'efforts. Les grands leaders sont souvent ceux qui savent patienter. Steve Jobs, par exemple, a retardé le lancement de l'iPhone jusqu'à ce que la technologie et le marché soient mûrs. Il aurait pu sortir un téléphone tactile plus tôt, mais il a choisi l'inaction stratégique. Ce choix a fait toute la différence. Quand le produit est arrivé, il était non seulement novateur, mais irrésistible. 2.5 L'inaction comme espace de réflexion. Il existe un autre aspect fondamental de l'inaction stratégique, la création d'espace mental. Dans un monde saturé d'informations, de notifications et de tâches, s'arrêter volontairement permet de retrouver une clarté intérieure. Les plus grands penseurs de l'histoire ont tous pratiqué une forme d'inaction créative. Nietzsche se promenait de longues heures en montagne sans écrire une ligne, mais ses moments de silence étaient féconds, ses idées y prenaient racine. Bill Gates pratique encore aujourd'hui ses « Think Weeks », des semaines entières où il se retire du monde pour réfléchir, lire, sans aucune autre obligation. L'inaction stratégique n'est donc pas une perte de temps, mais une incubation. Elle permet aux idées de mûrir, aux intuitions de se structurer et aux décisions d'être prises avec lucidité. 2.6 La force cachée de l'attente. Il y a dans l'attente une puissance souvent sous-estimée. L'inaction stratégique, c'est aussi croire que certaines choses se font mieux sans intervention. L'eau trouble se clarifie d'elle-même si on la laisse reposer. De même, certaines situations de conflit ou de tension se résolvent naturellement si l'on résiste à l'envie d'intervenir immédiatement. L'attente est aussi un outil de négociation. Dans de nombreux contextes commerciaux, celui qui s'est patienté finit par obtenir de meilleures conditions. Celui qui se précipite montre son besoin et affaiblit sa position. Conclusion de la partie 2. L'inaction stratégique est une posture volontaire, fondée sur la lucidité, la patience et la maîtrise de soi. Elle n'a rien à voir avec la paresse, mais tout avec la sagesse. Elle consiste à refuser de confondre mouvement et progrès,
et à accepter que parfois, la meilleure action est l'absence d'action. Savoir choisir ses batailles, attendre le bon moment, se retirer pour mieux réfléchir. Voilà les fondements de cette philosophie. En somme, l'inaction stratégique est l'art de se tenir prêt. Elle nous libère de l'illusion du « toujours agir » et nous ramène à une vérité simple. Ce n'est pas la quantité d'actions qui compte, mais la pertinence de celles que nous choisissons. Partie 3. Les fondements philosophiques de l'inaction. L'inaction stratégique n'est pas une idée moderne inventée pour répondre au stress du monde contemporain. Elle plonge ses racines dans des traditions millénaires, où philosophes et stratèges ont longuement réfléchi au rapport entre action, temps et sagesse. 3 influences majeures se détachent: le taoïsme et le principe du wu-wei, les stoïciens et leur maîtrise de soi, et la pensée militaire de Sun Tzu, l'auteur intemporel de l'art de la guerre. Ces 3 courants, bien que nés dans des contextes différents, convergent vers une même vérité: savoir ne pas agir est parfois la forme la plus puissante d'action. 3.1 Le taoïsme et le wu-wei, l'art d'agir sans forcer. Au cœur du taoïsme, une philosophie chinoise née il y a plus de 2000 ans, se trouve le concept mystérieux du wu-wei. Souvent traduit par « non-agir », ce principe ne signifie pas l'inaction absolue, mais plutôt l'art d'agir en harmonie avec le flux naturel des choses. Le wu-wei invite à abandonner la lutte inutile contre la réalité. Au lieu de forcer, de pousser contre le courant, il s'agit de s'accorder avec le mouvement naturel du monde, comme un navigateur qui utilise le vent plutôt que de le combattre. L'image la plus parlante est celle de l'eau. Souple, fluide, elle ne lutte pas, mais elle finit toujours par sculpter la pierre la plus dure. Appliqué à la vie moderne, le wu-wei nous enseigne que beaucoup de nos efforts acharnés sont contre-productifs. En cherchant à tout contrôler, nous nous épuisons. L'inaction stratégique, inspirée du wu-wei, consiste à discerner quand l'action est nécessaire et quand il vaut mieux laisser les choses suivre leur cours. Prenons un exemple concret: un entrepreneur qui lance un produit sur un marché saturé. Il peut s'acharner à forcer son projet, multiplier les publicités, inonder les réseaux sociaux, mais tout cela risque de se heurter à une résistance naturelle. Un adepte du wu-wei, au contraire, observerait les tendances du marché, attendrait le moment opportun, et lancerait son produit au moment où la demande se crée d'elle-même. Son succès ne viendrait pas de la force brute, mais de l'harmonie avec le flux du réel. Le wu-wei n'est donc pas une passivité, mais une sagesse dans l'action. Il nous rappelle que parfois, en cessant de lutter, nous obtenons plus de résultats que dans l'effort frénétique. 3.2 Les stoïciens, la maîtrise de soi et la patience. De l'autre côté du monde, à la même époque, les philosophes stoïciens de la Grèce et de Rome développaient une pensée qui rejoint étonnamment cette sagesse orientale. Pour les stoïciens, la vie humaine est faite d'événements que nous ne contrôlons pas. La seule chose que nous maîtrisons réellement, ce sont nos jugements, nos réactions et nos choix intérieurs. L'inaction stratégique, chez les stoïciens, consiste à ne pas se laisser emporter par l'urgence des passions. Là où la foule réagit dans la panique, l'homme sage attend, observe, garde son calme. Sénèque disait: la véritable puissance réside dans la maîtrise de soi. Et Marc Aurèle, empereur philosophe, écrivait dans ses pensées pour moi-même: si ce n'est pas bon, ne le fais pas, si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. En d'autres termes, le stoïcisme enseigne la discipline intérieure qui permet de pratiquer l'inaction stratégique. Plutôt que de céder à l'impulsion, il faut s'arrêter, réfléchir, et choisir ses actes en fonction de leurs valeurs réelles, non de leur apparence immédiate. Un exemple moderne: lors d'une crise économique, beaucoup d'investisseurs paniquent et vendent leurs actifs. Un stoïcien, au contraire, resterait impassible face au tumulte. Il attendrait, convaincu que la panique n'est pas une bonne conseillère. Cette retenue, cette inaction volontaire, lui permettrait souvent de préserver ses biens et même de profiter des opportunités qui apparaissent quand les autres cèdent à la peur. La patience stoïcienne, c'est l'art de laisser passer l'orage sans se précipiter, en gardant la lucidité nécessaire pour agir seulement quand les conditions sont favorables. 3.3 Sun Tzu, la stratégie de l'attente. Dans le domaine militaire, où l'action est souvent synonyme de survie, l'idée d'inaction stratégique peut sembler contre-intuitive. Pourtant, l'un des plus grands stratèges de l'histoire, Sun Tzu, en a fait un principe fondamental dans l'art de la guerre. Sun Tzu insistait sur l'importance de choisir le moment du combat. Se précipiter dans la bataille est presque toujours une erreur fatale. Le général avisé attend que l'ennemi soit affaibli, mal positionné ou divisé. Il ne cherche pas la gloire dans l'action immédiate, mais la victoire dans l'attente patiente. Une phrase célèbre de Sun Tzu résume cette sagesse:
L'excellence suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans même livrer bataille. Autrement dit, le but ultime n'est pas d'agir, mais de créer les conditions où l'action devient presque inutile. Dans le monde moderne, cette approche s'applique aussi bien aux affaires qu'à la vie personnelle. Une entreprise n'a pas besoin d'attaquer de front un concurrent géant. Elle peut attendre le bon moment, repérer une faille, et s'y insérer discrètement. De même, dans une discussion ou un conflit personnel, il n'est pas toujours nécessaire de répondre immédiatement ou frontalement. Parfois, laisser l'autre s'épuiser dans son agitation est la meilleure des stratégies. 3.4. La convergence des trois traditions. Ce qui frappe dans ces trois traditions, le taoïsme, le stoïcisme et Sun Tzu, c'est leur point commun. Bien que nés dans des contextes différents, la spiritualité chinoise, la philosophie gréco-romaine et la stratégie militaire, elles convergent toutes vers la même idée. L'action précipitée est souvent vaine, et la véritable puissance réside dans la retenue. Conclusion de la partie 3. L'inaction stratégique trouve donc des justifications profondes dans les grandes traditions philosophiques et stratégiques. Elle n'est pas une invention moderne, mais une vérité intemporelle que les sages et les stratèges ont toujours connue. Il y a un temps pour agir et un temps pour attendre. Celui qui maîtrise cette alternance possède une puissance rare, car il ne se laisse pas dominer par l'agitation du monde. Ainsi, loin d'être une passivité, l'inaction stratégique est une discipline de lucidité. Elle nous invite à naviguer avec le courant comme le taoïste, à garder notre calme comme le stoïcien, et à choisir nos batailles comme Sun Tzu. En les combinant, nous découvrons un art de vivre qui transcende les siècles et qui reste, plus que jamais, essentiel dans notre monde pressé. Partie 4. L'inaction stratégique dans le monde des affaires. L'univers des affaires est souvent décrit comme une jungle hyper-compétitive où seule l'action rapide, l'audace et l'agitation permanente semblent mener au succès. Pourtant, l'histoire et l'actualité regorgent d'exemples où l'inaction stratégique, ce choix délibéré d'attendre, de ralentir ou même de se retirer, a généré plus de valeur qu'une course effrénée à la productivité. Les grands entrepreneurs et les entreprises visionnaires savent qu'il n'y a pas de gloire à bouger pour bouger. Ce qui compte, c'est agir au bon moment, dans la bonne direction, avec le bon levier. Un Warren Buffett, le maître de la patience. Si l'inaction stratégique devait avoir un visage dans le monde des affaires, ce serait celui de Warren Buffett. L'investisseur légendaire répète depuis toujours que son succès ne vient pas de ses actions multiples, mais de sa capacité à attendre l'opportunité rare. Contrairement aux traders hyperactifs qui achètent et vendent chaque jour, Buffett passe parfois des mois voire des années sans investir, préférant garder ses liquidités jusqu'à ce qu'une occasion exceptionnelle se présente. Il dit lui-même, « La bourse est un mécanisme de transfert d'argent de l'impatient vers le patient. » Ici, l'inaction n'est pas un défaut, mais une arme. Laisser passer 99 opportunités pour saisir la 100 avec conviction, voilà la logique. 2. Steve Jobs. Savoir dire non. Steve Jobs n'était pas un partisan du toujours plus. Au contraire, il considérait que le focus est la véritable innovation. Quand il est revenu chez Apple en 1997, il a supprimé des dizaines de projets en cours, refusant l'agitation improductive pour se concentrer sur quelques produits stratégiques, l'iMac, l'iPod, puis l'iPhone. Son fameux adage « l'innovation », c'est dire non à 1000 choses illustre parfaitement l'inaction stratégique. Plutôt que de suivre toutes les pistes possibles, Jobs choisissait l'élégance du silence et de l'attente, jusqu'à ce que la vision claire émerge. 3. Amazon, l'art d'attendre la maturité. Amazon est souvent perçu comme une entreprise agressive et hyperactive. Pourtant, Jeff Bezos a construit l'empire Amazon sur une logique d'inaction stratégique assumée, la patience radicale. Pendant des années, Amazon n'a généré que des pertes, ce qui a choqué Wall Street. Mais Bezos refusait de céder à la pression des résultats trimestriels. Il préférait attendre que ses investissements dans l'infrastructure, la logistique et le cloud atteignent maturité. Aujourd'hui, AWS, Amazon Web Services, autrefois considéré comme une distraction, représente l'un des piliers les plus rentables de l'entreprise. Moralité. Parfois, il faut supporter l'inaction apparente, ne pas récolter tout de suite, pour moissonner plus tard. 4. Netflix. Choisir de ne pas tout produire. À l'ère où tout le monde voulait produire un maximum de contenu, Netflix a fait un pari risqué. Privilégier quelques productions phares, avec des budgets colossaux, plutôt que d'inonder sa plateforme de contenu moyen. House of Cards, Stranger Things ou The Crown sont des exemples où la retenue, ne pas tout faire, a généré plus d'impact qu'un catalogue surchargé. Ici encore,
Moins mais mieux illustre l'inaction stratégique appliquée au divertissement. 5. Elon Musk et SpaceX. Attendre avant de lancer. Elon Musk est souvent vu comme un homme pressé. Pourtant, SpaceX n'a pas lancé ses premières fusées dans la précipitation. L'entreprise a connu plusieurs échecs initiaux mais, au lieu de multiplier les essais à la hâte, Musk a su imposer des phases de pause et d'analyse. Cette capacité à s'arrêter, à comprendre les erreurs et à temporiser avant de relancer a permis de transformer une entreprise qui frôlait la faillite en pionnière mondiale de l'exploration spatiale. 6. Les entreprises familiales japonaises, la vision du très long terme. Le Japon regorge d'entreprises multiséculaires, les Chinese, certaines vieilles de plus de 400 ans. Leur secret ? Une stratégie qui privilégie la continuité et la patience à l'expansion rapide. Plutôt que de céder aux sirènes de la croissance effrénée, elle pratique une inaction stratégique dans les moments de crise, attendant parfois plusieurs générations pour renaître plus forte. Cette philosophie s'enracine dans le wu taoïste et dans le principe du ma, le vide créatif, où l'attente fait partie intégrante de l'action. 7 cas modernes de start-up. Même dans l'écosystème des start-up, souvent caricaturé par le bouge vite et casse des choses de Facebook, on observe un changement. Les fondateurs qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui lancent le plus vite, mais ceux qui savent ralentir pour valider chaque étape. Par exemple, Canva a attendu longtemps avant de s'internationaliser massivement, préférant solidifier son produit et sa communauté de base. Résultat, aujourd'hui, l'entreprise est un géant mondial du design, solide et durable. Synthèse. Quand ne rien faire devient une stratégie. Ces cas montrent que l'inaction stratégique n'est pas de la paresse ni un refus d'évoluer. C'est une discipline. Elle demande du courage, car elle va à l'encontre des pressions sociales et économiques qui valorisent l'hyperactivité. Mais les plus grands réussissent en comprenant que chaque non est un oui différé à quelque chose de plus grand. Dans les affaires, comme dans la vie, il vaut parfois mieux attendre la vague que de pagayer frénétiquement dans le vide. Partie 5. Psychologie de l'inaction. Pourquoi notre cerveau résiste à attendre ? Si l'on observe le comportement humain, il existe un paradoxe fascinant. Nous savons intellectuellement que la patience et la constance mènent à des résultats solides, et pourtant, nous préférons souvent le court terme, l'instantané, le gain immédiat. Pourquoi ? La réponse se trouve profondément ancrée dans notre cerveau, dans ses mécanismes de survie hérités de milliers d'années d'évolution, mais aussi dans la société moderne qui renforce cette tendance à vouloir tout de suite. Comprendre la psychologie de l'inaction et de l'impatience est essentiel si l'on veut cultiver l'abondance et la prospérité durable. Notre cerveau primitif, celui qu'on appelle parfois le cerveau reptilien, a été façonné pour réagir vite face aux menaces. Dans un environnement hostile, attendre pouvait coûter la vie. Si une opportunité de nourriture ou de sécurité se présentait, il fallait la saisir immédiatement. Ce câblage ancestral n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, il nous pousse à privilégier la gratification instantanée, même si elle nous détourne de bénéfices bien plus grands à long terme. Par exemple, la personne qui dépense impulsivement son salaire dans des plaisirs immédiats répond à ce vieux réflexe, alors qu'épargner et investir pourraient construire une sécurité future. Un cas célèbre illustre parfaitement ce phénomène. L'expérience du marshmallow de Walter Mischel, menée dans les années 1960. Des enfants recevaient un marshmallow et avaient le choix, le manger tout de suite, ou attendre quelques minutes et en recevoir 2. La majorité choisissait l'instantané. Ceux qui parvenaient à patienter, selon le suivi effectué sur plusieurs décennies, avaient tendance à mieux réussir dans leur vie académique, professionnelle et même personnelle. Ce n'était pas seulement une question de volonté, c'était la preuve que la capacité à résister à l'envie immédiate conditionne directement la prospérité future. Mais la résistance à l'attente ne se limite pas à la gourmandise ou à l'argent. Dans le monde de l'entrepreneuriat, combien d'innovateurs abandonnent leurs projets parce qu'ils ne voient pas de résultats rapides ? Le cerveau associe l'absence de gratification immédiate à un échec. Pourtant, l'histoire de géants comme Amazon ou Tesla nous montre le contraire. Jeff Bezos a accepté des années de pertes et de critiques avant que son modèle ne devienne rentable. Elon Musk a investi jusqu'à mettre en péril sa fortune personnelle avant que Tesla décolle. Leur force a été de contrer cette tendance neurologique à abandonner quand la récompense tarde à venir. Il faut aussi comprendre que notre époque exacerbe cette difficulté. Les réseaux sociaux, les notifications, la publicité ciblée sont autant de déclencheurs de dopamine. Chaque like, chaque achat compulsif en ligne, chaque vidéo qui se lance automatiquement renforce ce cycle du « maintenant ».
Le cerveau adore la dopamine, et chaque récompense immédiate, même minuscule, crée une boucle d'habitude difficile à briser. Ainsi, attendre devient de plus en plus perçu comme une souffrance, alors que nos ancêtres voyaient dans l'attente une normalité. Pensez aux récoltes, aux saisons, aux cycles naturels. Prenons un autre exemple concret, l'investissement financier. Les données montrent que la majorité des investisseurs particuliers achètent au plus haut, quand l'euphorie domine, et vendent au plus bas, par peur. C'est exactement l'expression de cette résistance cérébrale à attendre. Plutôt que de suivre une stratégie disciplinée sur 10 ou 20 ans, ils cèdent aux émotions du moment. À l'inverse, les grands investisseurs comme Warren Buffett répètent que la bourse est un mécanisme de transfert d'argent des impatients vers les patients. La psychologie de l'inaction, ici, coûte littéralement des milliards. Au niveau psychologique profond, l'inaction a aussi une autre source, la peur de l'incertitude. Attendre implique de faire confiance à l'avenir, ce qui déclenche une insécurité fondamentale. Quand vous semez une graine, rien ne garantit qu'elle poussera. Quand vous investissez dans un projet, rien ne garantit qu'il réussira. Alors le cerveau préfère se réfugier dans l'inaction ou dans le plaisir immédiat. Cela explique pourquoi tant de rêves ne sont jamais poursuivis. Écrire ce livre, lancer cette entreprise, changer de carrière. On attend un « bon moment » qui n'arrive jamais. La peur déguisée en prudence devient paralysante. Un témoignage marquant est celui de nombreux retraités qui expriment des regrets, non pas d'avoir essayé et échoué, mais de ne pas avoir osé. Ils racontent qu'ils ont attendu trop longtemps, qu'ils ont repoussé des projets par confort ou peur. La psychologie de l'inaction les a emprisonnés. Ces récits sont un rappel brutal. Si nous voulons une vie d'abondance, il faut apprendre à dompter cette résistance intérieure. Alors, comment dépasser ce mécanisme cérébral? La réponse réside dans l'entraînement mental et l'adoption de stratégies conscientes. Par exemple, la visualisation. Imaginer avec force détail les bénéfices futurs permet de donner au cerveau une récompense anticipée qui contrebalance la tentation immédiate. Les sportifs de haut niveau l'utilisent constamment. De même, la décomposition des objectifs en étapes courtes donne l'illusion d'avancer vite tout en poursuivant un projet long. Enfin, l'ancrage dans une mission plus grande aide à transcender l'impatience. Celui qui œuvre pour un impact sociétal ou un héritage durable accepte naturellement d'attendre, car sa vision dépasse l'instant présent. En somme, la psychologie de l'inaction n'est pas une fatalité. C'est un héritage biologique et social que nous devons apprivoiser. Chaque fois que nous choisissons d'attendre, d'investir dans le futur, de semer plutôt que de consommer immédiatement, nous réécrivons nos circuits neuronaux. La patience devient alors une discipline, puis une force, enfin une habitude. La vérité est simple mais exigeante. L'abondance n'est jamais le fruit d'une gratification immédiate. Elle est la conséquence de choix répétés, d'attentes assumées et de la capacité à résister à ce que notre cerveau réclame dans l'instant. En comprenant pourquoi nous résistons à attendre, nous reprenons le contrôle. Et ce contrôle est peut-être la plus grande richesse que nous puissions acquérir. Partie 6. Comment pratiquer l'inaction stratégique au quotidien? Il existe une grande différence entre ne rien faire par paresse et choisir consciemment de ne pas agir. La première mène à la stagnation, la seconde ouvre la voie à la clarté et à l'efficacité. Cette inaction stratégique est un art subtil que peu de gens maîtrisent, car nous vivons dans une époque qui glorifie l'urgence, l'occupation permanente et le mouvement incessant. Pourtant, c'est souvent dans le ralentissement que naissent les meilleures décisions, les visions durables et la véritable abondance. Apprendre à intégrer cette discipline dans notre quotidien, c'est rééquilibrer notre rapport au temps et retrouver la capacité de distinguer l'essentiel du superflu. Pratiquer l'inaction stratégique commence par savoir ralentir pour mieux avancer. Dans notre société hyperconnectée, le rythme effréné est devenu la norme. Répondre aux messages instantanément, produire toujours plus vite, remplir chaque minute de la journée. Pourtant, cette frénésie engendre surtout du stress, de l'épuisement et des décisions précipitées. Prenons l'exemple des grands dirigeants visionnaires. Beaucoup d'entre eux consacrent chaque jour des moments de silence ou de méditation. Bill Gates, par exemple, s'accorde des « 5 weeks » où il se retire seul, loin de tout, pour réfléchir sans distraction. Ce ralentissement volontaire n'est pas une perte de temps, mais un investissement. Il permet de prendre de la hauteur, d'identifier les opportunités invisibles dans le tumulte quotidien et de définir une direction claire. Sur un plan plus personnel,
Ralentir peut être aussi simple que de marcher sans objectif précis, de couper les notifications ou de pratiquer la respiration consciente. Ces instants, qui paraissent improductifs à première vue, rechargent le mental et offrent l'énergie nécessaire pour avancer avec précision. L'inaction stratégique implique de dire « non » plus souvent, de résister à la tentation de s'éparpiller. Steve Jobs, connu pour son obsession de la simplicité, expliquait que son rôle le plus important chez Apple n'était pas de dire « oui » aux idées, mais de dire « non » à des centaines de projets séduisants pour se concentrer sur quelques produits phares. En éliminant le bruit, il a libéré l'espace nécessaire pour créer l'iPhone, une révolution technologique. Dans nos vies, cette discipline peut se traduire par des choix simples mais puissants, déléguer certaines tâches, abandonner des activités qui n'apportent ni croissance ni joie, ou encore établir chaque matin 3 priorités essentielles au lieu de remplir une liste interminable. En supprimant le superflu, nous découvrons que l'inaction, refus d'accumuler des obligations inutiles, devient une force de concentration. Enfin, la pratique de l'inaction stratégique exige d'exercer la patience dans un monde pressé. L'un des plus grands défis de notre époque est de supporter l'attente. Tout est conçu pour réduire les délais. Livraison en 1 jour, réponse automatique, vidéo en accéléré. Pourtant, la croissance véritable suit rarement un calendrier immédiat. Les arbres mettent des années à grandir, une relation solide se construit au fil du temps, un projet ambitieux nécessite des mois, voire des années d'efforts silencieux. La patience devient alors un acte de résistance contre la dictature de l'instantanéité. Un exemple inspirant est celui de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison avant de réaliser son rêve d'une Afrique du Sud libre de l'apartheid. Sa patience n'était pas une inaction résignée, mais une attente stratégique nourrie par une vision claire. Dans la vie quotidienne, exercer la patience peut consister à accepter que nos efforts ne donnent pas de résultats immédiats, à continuer à semer sans voir encore les fruits. L'entrepreneur qui persévère malgré des débuts modestes, l'étudiant qui étudie des années pour un diplôme, le parent qui éduque son enfant avec constance malgré les difficultés, tous incarnent cette patience active. Pratiquer l'inaction stratégique au quotidien, c'est donc apprendre à ralentir pour mieux avancer, éliminer ce qui n'a pas de valeur et cultiver la patience dans un monde pressé. Cela demande de l'audace, car il est plus facile de céder à l'illusion du mouvement constant. Mais c'est précisément dans cet espace de retrait choisi que naissent les plus grandes percées. Comme le disait Lao Tse, la nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli. En intégrant cette sagesse dans nos vies, nous découvrons que l'inaction n'est pas l'ennemi de l'action, mais son allié la plus précieuse. C'est elle qui nous permet de distinguer les actions qui comptent vraiment et de marcher, avec assurance et sérénité, vers une abondance durable. Partie 7. Les pièges à éviter. L'inaction stratégique est une force extraordinaire lorsqu'elle est bien comprise et appliquée avec intention. Mais comme toute discipline, elle recèle des pièges subtils dans lesquels il est facile de tomber. Trop souvent, ce qui ressemble à une pause consciente n'est en réalité qu'une fuite, un déguisement de la procrastination ou un prétexte pour éviter l'inconfort de l'action. La sagesse ne réside donc pas seulement dans l'art de ralentir, mais aussi dans la vigilance qui empêche de confondre patience et immobilisme, réflexion et paralysie. Reconnaître ces pièges est essentiel pour marcher avec équilibre sur le fil tendu entre agir et attendre. Le premier piège, peut-être le plus fréquent, survient quand l'inaction devient procrastination. La procrastination est l'ennemie silencieuse des grandes ambitions. Elle se nourrit d'excuses, de distractions et de la peur de l'échec. Elle se cache souvent sous une apparence trompeuse. Je ne me précipite pas, j'attends le bon moment, je réfléchis encore, je préfère être sûr avant de me lancer. En réalité, ce n'est pas une stratégie mais un report indéfini. L'exemple des écrivains illustre bien ce danger. Beaucoup rêvent de publier un livre, mais repoussent sans cesse le moment d'écrire, perfectionnant leurs recherches, organisant leur bureau, attendant une inspiration idéale. Résultat, le manuscrit ne voit jamais le jour. L'inaction stratégique suppose de différer avec intention, en gardant un cap clair. La procrastination, elle, étouffe ce cap sous un voile d'inaction répétée. La différence réside dans la conscience. Suis-je en train de construire ou de fuir ? Un deuxième piège réside dans les faux prétextes pour ne pas agir. Notre esprit est habile à fabriquer des justifications qui nous exonèrent d'affronter le réel. Je n'ai pas assez de temps, je manque de ressources, ce n'est pas le bon contexte économique, les autres sont plus compétents que moi. Ces phrases reviennent comme un refrain qui rassure à court terme mais enchaîne à long terme. Le problème, c'est que ces prétextes finissent par devenir une identité. On se définit par ses limitations plutôt que par son potentiel. Pourtant,
L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont osé malgré les circonstances imparfaites. Thomas Edison, par exemple, a essuyé des milliers d'échecs avant d'inventer l'ampoule. S'il avait attendu d'avoir les conditions idéales, il n'aurait jamais transformé le monde. Dans nos vies, combien de rêves sont sacrifiés sur l'autel des prétextes? Le danger est que, persuadés d'attendre le bon moment, nous découvrons trop tard que ce moment n'est jamais venu. Enfin, un troisième piège réside dans la difficulté de trouver l'équilibre entre agir et attendre. Trop agir mène à l'épuisement, à des décisions précipitées, à l'éparpillement. Trop attendre mène à l'immobilisme, aux opportunités manquées, à la stagnation. L'équilibre se situe dans cette danse subtile entre le mouvement et le repos, l'élan et la pause. Un entrepreneur en herbe doit savoir quand se lancer malgré l'incertitude, mais aussi quand s'arrêter pour observer et ajuster. Un investisseur doit résister à la tentation de multiplier les transactions, tout en évitant de rester figé par peur du risque. C'est un art d'écoute intérieure, écouter les signaux de la peur, de l'intuition, de la raison. On pourrait comparer cela à la navigation en mer, avancer constamment sans ajuster la voile conduit au naufrage, mais refuser de lever l'ancre par peur des vagues empêche tout voyage. L'équilibre est donc mouvant, jamais figé. Il s'apprend par l'expérience, par les erreurs, et surtout par une vigilance constante à ne pas basculer dans un extrême ou l'autre. Ces trois pièges, la procrastination déguisée, les prétextes paralysants et l'incapacité à équilibrer action et attente sont des écueils fréquents, mais non insurmontables. La clé est la lucidité. Chaque jour, il est utile de se poser des questions simples. Suis-je en train d'attendre par stratégie ou par peur? Est-ce que mes raisons de différer sont réelles ou fabriquées? Est-ce que je tends vers l'excès d'action ou l'excès d'attente? Ces interrogations agissent comme une boussole intérieure, permettant de rectifier le cap en permanence. Car au fond, l'inaction stratégique n'est pas une science exacte, mais un chemin de discernement. Il ne s'agit pas de trouver une formule parfaite, mais de cultiver une conscience fine de nos comportements. Lorsque nous tombons dans un piège, il ne faut pas culpabiliser mais ajuster, apprendre, progresser. L'important est de rester en mouvement intérieur, même dans les moments d'arrêt extérieur. C'est ce qui transforme l'inaction en puissance et non en prison. Conclusion générale. Repenser notre rapport au temps et à l'action. À travers ce voyage, nous avons déconstruit un mythe profondément ancré dans notre société, celui de la productivité infinie, cette croyance que « plus » signifie toujours « mieux ». Nous avons vu comment la culture du « toujours occupé » mène souvent à l'épuisement, à la dispersion et, paradoxalement, à une perte d'efficacité. À l'inverse, nous avons découvert qu'il existe une autre voie, celle de l'inaction stratégique. Loin d'être une forme de paresse ou de résignation, l'inaction stratégique est un art, celui de savoir quand avancer et quand se retirer, quand agir avec intensité et quand attendre patiemment que les conditions soient favorables. C'est une discipline qui s'appuie sur des fondements philosophiques anciens du Wu ou taoïste à la sagesse stoïcienne, en passant par les enseignements des grands stratèges militaires, mais qui trouve aujourd'hui une résonance nouvelle dans un monde saturé de sollicitations et d'urgences permanentes. Nous avons exploré comment cette approche transforme les affaires, la prise de décision et même la gestion de nos vies personnelles. Elle offre des bénéfices tangibles, clarté mentale, énergie préservée, impact durable. Mais nous avons aussi mis en garde contre ces dérives, la procrastination déguisée, les faux prétextes qui paralysent, ou encore le risque de basculer dans une attente sans fin. Car l'inaction stratégique n'est pas un refuge, c'est un choix conscient, exigeant et orienté vers un objectif clair. En réalité, cette discipline nous invite à repenser notre rapport au temps. Là où la société valorise la vitesse et la quantité, l'inaction stratégique nous pousse à valoriser la justesse et la qualité. Elle nous rappelle que la vraie force n'est pas de tout faire, mais de choisir avec discernement. Elle nous enseigne que le succès le plus durable est souvent le fruit d'une sagesse calme, d'un rythme maîtrisé et d'une patience assumée. Alors, la question à nous poser n'est plus « comment puis-je en faire plus ?», mais plutôt « quelle est l'action qui compte vraiment ? Et que puis-je laisser de côté ?» Ce changement de perspective est libérateur. Il nous redonne le contrôle de nos vies, il nous protège du tourbillon de l'agitation, et il nous ouvre la voie vers une forme de succès moins bruyante mais plus profonde, moins éphémère mais plus durable. En cultivant l'inaction stratégique, nous ne fuyons pas le monde, nous apprenons à l'habiter autrement. Nous devenons capables d'agir avec justesse, de patienter avec force, et de bâtir des réussites qui ne s'épuisent pas dans le court terme mais laissent une trace significative dans le temps. Voilà peut-être le vrai luxe de notre époque, la capacité de ralentir,
de choisir et de réussir sans s'agiter.